Ravi de vous retrouver dans le Journal de l'Afrique sur France 24. À la une ce soir, le rapport de Human Rights Watch, l'organisation de défense des droits de l'homme, accuse les forces de sécurité du Burkina Faso d'avoir exécuté 31 habitants de la ville de Djibo, dans le nord du pays, des civils tués lors d'une opération antiterroriste. Nous serons en ligne avec notre correspondant dans ce journal. Le port du masque obligatoire a compté d'aujourd'hui au Sénégal, une nouvelle mesure pour éviter la propagation du Covid-19. En Guinée, une mesure est en vigueur depuis samedi. On fera le point avec notre correspondant dans ce journal. Et puis nous irons au Gabon où le port du masque est également obligatoire à Libreville. Mais vous allez le voir, il est bien difficile de s'en procurer. Reportage à suivre dans un instant. Human Rights Watch pointe du doigt les autorités du Burkina Faso. L'organisation de défense des droits humains a accusé lundi les forces de sécurité du pays d'avoir exécuté le 9 avril dernier 31 civils de la ville de Djibo, dans le nord du pays, officiellement tués lors d'une opération antiterroriste. Nous sommes en ligne avec notre correspondant à Ouagadougou, Khalidou Si. Khalidou, que dénonce exactement Human Rights Watch ? Selon Human Rights Watch, les faits se seraient déroulés dans la matinée du lundi 9 avril, dans la ville de Djibo, qui est située dans la province du Soum, lorsque les forces de sécurité burkinabé, les FDS, sillonnaient la ville et effectuaient des contrôles d'identité de routine. C'est une pratique habituelle dans cette région, considérée comme un bastion des groupes terroristes. Mais alors que plusieurs civils sont embarqués dans des convois militaires, 31 corps sans vie, yeux bandés et mains ligotées auraient été retrouvés dans l'après-midi, selon la dizaine de témoins que l'ONG a interrogés. Je vous passe les détails macabres. L'enquête parle de corps déchiquetés par des rafales au point d'être méconnaissables. Les autorités burkinabées ont publié un communiqué aujourd'hui dans lequel il est précisé qu'une instruction afin d'ouvrir une enquête a été réclamée dès le lendemain, le 10 avril, par le ministre de la Défense, Chérif Si. Pour conclure, rappelons que ce n'est pas la première fois que les FDS sont accusés d'exactions contre des civils. Un rapport publié en mars 2009, toujours par Human Rights Watch, dénonçait l'exécution par les forces de sécurité burkinabées de plus de 115 hommes accusés de soutenir ou d'héberger des islamistes armés. Merci beaucoup à Khalid aussi, notre correspondant à Ouagadougou au Burkina Faso. Suicide collectif, mauvais traitement ou assassinat, la mort mystérieuse de 44 membres de Boko Haram dans leur cellule à N'Djamena suscite de nombreuses interrogations. Une autopsie a été pratiquée sur 4 djihadistes. Les autres ont été enterrés. Les autorités parlent de suicide par empoisonnement, une thèse qui ne convainc pas tout le monde. Écoutez. Nous avons ouvert une enquête judiciaire pour déterminer les causes de cette mort massive, et les résultats de l'autopsie nous ont permis de dire qu'il y a l'intervention de substances iatrogènes qui ont conduit à l'asphyxie pour certains. Pour d'autres, c'est ce poison en fait, qui les a conduits à la mort. Mais là aussi, l'enquête continue encore. Je ne peux pas dire avec exactitude, puisque les résultats de l'enquête ne sont pas encore terminés. Bon, nous sommes en train justement d'approfondir nos enquêtes, parce que déjà les premiers témoignages nous amènent à émettre des doutes sérieux sur la version présentée par le procureur. Ça, c'est un. Parler que c'est un produit, je ne sais pas, ils auraient ingurgité un produit toxique. Cette version n'est pas crédible à nos yeux. Bon, nous ne sommes pas sûrs non plus, évidemment, logiquement, que ces personnes appartiendraient tous à Boko Haram. Nous exigeons la liste complète de ces personnes qui sont mortes, parce que nous avons des familles qui réclament leurs enfants qui étaient enfermés là et qui n'étaient pas Boko Haram. On en vient aux élections législatives au Mali. Des incidents dans le centre et le nord du pays ont empêché des électeurs de voter ce dimanche dans un contexte marqué par les violences djihadistes. La correspondance à Bamako d'Erwan Chiex.
Dans un rapport interne de la MINUSMA, la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali, on en apprend davantage sur les perturbations qui ont eu lieu lors de ce deuxième tour des législatives. D'abord, dans le centre du pays, dans la région de Mopti, où civils et militaires sont régulièrement attaqués, plusieurs centaines de bureaux de vote n'ont jamais pu ouvrir. Dans certaines collectivités territoriales, cela concernait parfois la moitié de ces bureaux. Dans le cercle de Bandiagara, les forces armées maliennes n'auraient pas été en mesure de sécuriser le vote dans plusieurs communes. En cause, la menace des groupes terroristes et le spectre des violences intercommunautaires. Dans le nord du pays, principale zone d'affrontement entre djihadistes, armées nationales et internationales, territoire des ex-rebelles aussi. D'autres cas de sabotage ont été répertoriés. Au moins 3 bureaux de vote ont été incendiés. Plusieurs cas de matériel électoral volé et brûlés, et des candidats, des présidents de bureau, des électeurs menacés, dissuadés de prendre part au scrutin par des djihadistes. À Bamako, globalement, les opérations de vote se sont plutôt bien déroulées, mais c'est surtout la pandémie de Covid-19 qui a eu un impact sur la mobilisation. Une participation en berne, selon les premières estimations, dans un pays où l'insécurité reste pour l'instant le plus grand des fléaux. Et on en vient justement à cette pandémie de Covid-19, cette nouvelle mesure au Sénégal pour lutter contre la propagation du coronavirus. Le port du masque est obligatoire à compter de ce lundi dans les administrations, les entreprises, les commerces et les transports. Une mesure qui intervient alors que le bilan s'alourdit. 2 nouveaux décès ont été enregistrés en 24 heures, ce qui porte à 5 morts au total. En Guinée, le virus fait des victimes au plus haut sommet de l'État. Dernière en date, le secrétaire général du gouvernement, un proche du président Alpha Condé. Il est décédé après avoir contracté la maladie. Pour éviter la propagation du virus, le port du masque est obligatoire dans le pays depuis samedi. Cette mesure est-elle respectée? On fait le point avec notre correspondant Malik Diakité. Certains ont des masques chirurgicaux et d'autres de simples tissus. Depuis samedi, dans les rues de Conakry, les Guinéens sortent le nez et la bouche couverts. L'obligation de porter le masque est plutôt bien respectée et les barrages de police ont été érigés pour arrêter les contrevenants qui risquent une amende d'environ 3 €. Chacun y est allé de sa méthode pour se procurer un masque. Le port obligatoire des masques est une très bonne chose, c'est une très bonne décision. Même si je préfère les masques chirurgicaux qu'aux masques artisanaux, vu que les masques chirurgicaux nous protègent mieux. Moi, je préfère les masques artisanaux parce que c'est moins cher. Tu peux laver le soir et tu reportes encore. Actuellement, on a beaucoup de commandes. Les ONG et les personnes de bonne volonté qui font les commandes pour les dons. Avant, on vendait 10 à 30 000 à raison de 3 000 francs. Mais le fait que le président a annoncé de vendre à 2500, nous sommes obligés de respecter. Le port obligatoire du masque est la dernière mesure adoptée par les autorités guinéennes. Vendredi, le président Alpha Condé avait vivement critiqué la gestion de la crise par l'Agence nationale de sécurité sanitaire et a appelé à redoubler d'efforts. Et au Gabon, le port du masque est obligatoire dans la capitale Libreville. Les autorités veulent à tout prix éviter la propagation du virus dans le reste du pays. Mais ces masques sont très difficiles à trouver. Ils sont pourtant indispensables pour ceux qui doivent aller travailler en transport en commun. Reportage de nos correspondants Landry Kouassi, Ismaël Nzé, Obiang. Des barrages militaires pour faire respecter l'ordre de confinement le plus strict en vigueur dans une capitale d'Afrique centrale. À Libreville, pas de sortie autorisée entre les arrondissements, sauf pour les employés des services essentiels définis par l'État. Et pour ceux qui n'ont pas de voiture, la longue attente de la navette spéciale des bus. Les mesures barrières. Difficile de faire respecter la distance barrière d'1 mètre à ses passagers, pressés de monter à bord après des heures de galère dans une ville dont les taxis sont à l'arrêt. Et toi, fais comment pour payer ton loyer? Privés de travail et de recettes depuis plusieurs jours, les chauffeurs de taxi comme Mama redoutent de se retrouver à la rue si le confinement doit durer des semaines. Le taximan vit au jour au jour. Le jour qu'il ne travaille pas, il est fauché. Donc le taximan, dès qu'il est au volant, il sait qu'il va manger. Tu ne peux rien économiser avec le coût de la vie qui est à Libreville. Tout est cher. Pour protéger ces 800 000 habitants, le port du masque a été rendu obligatoire dans Libreville, que les autorités veulent à tout prix isoler pour éviter la propagation du virus au reste du pays. Des masques très difficiles à trouver dans certaines pharmacies. On n'en a plus. Les frontières sont fermées en ce moment, donc on n'en reçoit pas. Et ce qu'on en avait, les clients ont tout pris pour se protéger et protéger leur famille. À défaut de masques médicaux,
le système D pour fabriquer des cache-nez en tissu. Avec sa machine à coudre, Rossi en confectionne une cinquantaine par jour, vendus entre 500 et 1000 francs CFA la pièce. Même si ces masques n'offrent pas une protection totale contre le virus, la couturière est sollicitée avec des dizaines de commandes à la clé. Je vais toujours continuer au cas où il y a des demandes, des commandes. Je vais toujours continuer. C'est ma petite voisine qui me donne souvent un coup de main quand il y a beaucoup de commandes. Donc moi je fais de la couture, elle repasse et elle fait la mise en sachet. Ce confinement de Libreville est censé durer jusqu'au 27 avril. Les autorités sanitaires espérant ainsi freiner le plus possible la courbe de contamination au nouveau coronavirus. Et le confinement suspendu au Malawi, il devait entrer en vigueur samedi, mais la justice l'a suspendu pour une semaine au motif qu'il n'était pas accompagné de mesures d'aide aux plus démunis. Nicolas Germain. Une nouvelle fois, les juges du Malawi ont démontré leur indépendance. Au début de l'année, ils avaient annulé le résultat controversé de la présidentielle. Cette fois, ils ont suspendu pendant 7 jours le confinement de 3 semaines que le gouvernement voulait imposer. Des ONG avaient plaidé devant la haute cour la cause de tous ceux qui vivent au jour le jour dans le secteur informel. We think a lockdown is important because it's proved elsewhere that it can stop or reduce the spread of the coronavirus that causes COVID-19. Our message, though, and our worry is that government should not rush into effecting a lockdown without making sure that it has put in place measures that would cushion the vulnerable. Plus de la moitié des 17 millions d'habitants du Malawi vivent sous le seuil de pauvreté. Les Malawites qui vivent dans la précarité ont salué la décision de la Cour. Lundi, le gouvernement a fait face à un nouveau problème. Le personnel soignant s'est mis en grève. Il dénonce un manque de moyens et d'équipements dans le contexte de cette pandémie. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, à la chef d'édition Célia Caracena, Nicolas Germain. Et merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.